Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici les titres du journal. Lutte contre la corruption. Un document d'enquête 2015 va être publié très bientôt. Il épingle 3 secteurs. Les mines, l'éducation et l'administration sont parmi les plus corrompus du système. Le CD4, un équipement pour mesurer la charge virale chez les personnes porteuses du virus du sida. L'outil permet de suivre l'évolution de l'épidémie. Plusieurs de ces appareils ont été remis au CNLS. Et puis l'empereur du Japon aura bientôt 83 ans. Une célébration qui se prépare à Conakry sur fond de renforcement de la coopération. Une délégation guinéenne était à l'ambassade nippone. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 9 décembre, une grande date pour l'humanité et pour la Guinée. La journée de lutte contre la corruption. Depuis l'avènement de la Troisième République, des mesures de redressement ont été prises pour réduire le phénomène. C'est moins flagrant, mais ça persiste. Une enquête de perception a été réalisée en 2015. Elle montre que l'éducation, les mines et l'administration sont des secteurs les plus touchés par le phénomène. Mohamed Sankon. Quelle est l'ampleur de la corruption en Guinée? Quels sont les secteurs les plus corrompus et quelles dispositions pour réduire le fléau dans un environnement complexe en dépit de la présence de tous les textes de loi? La question était au débat ce 9 décembre à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la corruption. Les débats ont pointé du doigt tous les secteurs de la vie nationale, notamment l'éducation, l'administration publique, les forces de sécurité et le secteur minier. En Guinée et partout ailleurs, il faut détruire ce qu'on appelle son terreau de propension, c'est l'impunité. Il va savoir que dans n'importe quel secteur, qu'on puisse détecter la corruption et qu'on puisse la sanctionner. Tant qu'on ne fera pas ça, on restera dans le discours. Et maintenant, il va falloir que les pouvoirs publics, parce que c'est eux qui ont la capacité de détection et c'est eux qui ont la capacité de sanctionner. Il va falloir qu'on fasse la pression pour qu'on agisse à ce niveau-là. Des sujets liés à l'impact de la corruption sur le développement socio-économique du pays, focus sur la justice et les mines, le rôle du parquet ainsi que la corruption dans le secteur minier ont été évoqués. Le constat est que la corruption a connu un recul très faible ces 3 dernières années, oscillant autour de 5%, selon le rapport 2015 de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, ce qui représente un véritable fléau pour l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Accepter d'adopter la loi anticorruption, accepter d'accompagner l'ANC dans son cadre institutionnel et renforcer ses capacités opérationnelles, accepter qu'une disposition d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance et adhérer au MAEP. Tous sont unanimes à dire que les textes de loi anticorruption sont cohérents et c'est leur applicabilité qui fait problème. Le 10 décembre, la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, une occasion pour lutter contre l'injustice et les discriminations. Cette année, l'Union africaine met le respect des droits des femmes et filles au cœur de ses préoccupations. En Guinée, le ministre Khalifa Gassama Diaby a fait une déclaration où il invite la justice à être réactive. Suivez un extrait de cette déclaration. Cette année, défendre les droits de quelqu'un aujourd'hui interpelle chacun d'entre nous à prendre position pour l'autre, l'autre comme altérité, l'autre comme image de soi, et défendre les droits des personnes touchées par un handicap, les femmes victimes de violences de tout genre, les enfants victimes de maltraitance et de toute autre personne susceptible de souffrir de discrimination, de violation de droits et libertés, notamment d'injustice et d'arbitraire. Chers compatriotes, l'année 2016 a été proclamée par l'Union africaine comme l'année des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits des femmes. C'est ici, pour moi, au nom du gouvernement, l'occasion de rappeler à l'État son devoir impératif de protéger les femmes des violences et discriminations auxquelles elles font quotidiennement face, d'interpeller la conscience de l'ensemble de la société guinéenne sur les violences et les injustices auxquelles les femmes sont confrontées dans notre pays. C'est le lieu aussi de rappeler le cas particulièrement odieux, insupportable, des viols de jeunes filles, parfois des enfants, dans notre pays.
Cette situation, qui n'honore pas la Guinée, doit mobiliser l'ensemble du corps social, les familles, les lieux de culte, les responsables religieux. Particulièrement, il revient à la justice, dans toute la chaîne pénale, de faire preuve de réactivité, de vigueur, d'efficacité et de sévérité pour rendre justice aux victimes. Déclaration à suivre en fin d'édition. Dans l'actualité encore, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, l'institution vient de boucler ses travaux à Conakry. La 10e session recommande l'amélioration des conditions de travail de l'Académie. Les 8 pays membres sont priés de se mettre à jour côté cotisation. Dès 2017, la Guinée doit prendre la présidence du conseil d'administration. Reportage Valérie Talimané. Au terme de 3 jours d'activité, ces experts ont passé en revue plusieurs sujets liés au bon fonctionnement de l'Académie régionale des sciences et de techniques de la mer. Les États membres comptent privilégier les et la formation des élèves navigants, qui est un facteur de développement. Nous avons la conviction que les pays économiquement forts sont pour la plupart ceux qui ont développé une puissante économie des transports maritimes. En effet, l'économie bleue apparaît actuellement dans le monde comme la nouvelle frontière de développement et représente une formidable opportunité de croissance économique que notre région doit saisir. Les participants à cette session se sont engagés à accompagner l'organe spécialisé dans la formation des agents sur les techniques de sécurité maritime, du transport et de la navigation. Pour l'exercice 2017, le Gabon a passé la main à la Guinée, qui aura la charge d'assurer la présidence du conseil d'administration de l'institution régionale. Nous devons nous en féliciter et nous atteler dès maintenant à rechercher les voies et moyens par lesquels nous devons les mettre en œuvre. Je pense en particulier au point relatif au règlement des arriérés de contribution au budget de l'Académie qui, malheureusement, prennent aujourd'hui une proportion inquiétante et en travers le bon déroulement de ces activités. Nous sommes là pour soutenir le fonctionnement de l'Académie. C'est vrai que depuis plusieurs années, les États que nous représentons n'ont pas beaucoup aidé l'Académie, mais de plus en plus, nous sommes là pour inciter ces États-là à prendre conscience. Au terme des travaux, les représentants des pays membres ont formulé des recommandations, notamment le paiement des cotisations et le recouvrement des arriérés à tous les États signataires. Pour l'année 2017, le budget de l'institution s'élève à près de 2 milliards de francs CFA. L'Académie va fêter ses 30 ans d'existence à Abidjan en juillet 2017 et la 11e session ordinaire est prévue au Togo le dernier trimestre de la même année. Pour être plus complet par rapport à cette réunion, à ces travaux, je reçois sur ce plateau M. Koulibaly Karim. Bonsoir. Bonsoir. Je précise que vous êtes le directeur général de cette académie, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Oui. Bienvenue dans cette édition. Merci. Alors, cette rencontre, il s'agit comme d'une rencontre bilan. Concrètement, quels sont les résultats pour cette année 2016 ? Ok, merci bien de me recevoir sur votre plateau. Avant de parler des résultats, je voulais rapidement remercier son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, le gouvernement guinéen et le ministre des Transports, ainsi que toute la marine marchande guinéenne pour toutes les conditions idoines qui nous ont permis de réaliser, de faire des travaux pour avoir le succès au niveau de nos travaux, parce que les travaux sont très bien passés, donc je tenais à remercier toutes les autorités guinéennes. Ensuite, pour revenir à votre question, les points et les éléments importants de ce conseil d'administration, c'était la prise en compte, la prise de conscience des États du fait qu'il y a une énorme, d'énormes arriérés de contribution et que les États ne payent pas leur contribution au fonctionnement de l'Académie, et il y a une grande prise de conscience de ce fait-là. Et en plus, l'autre point phare, c'était le problème des stages embarqués au niveau des élèves, de certains élèves, des élèves navigants. Et donc, voilà un peu les 2 ou 3 points dont je voulais vous parler. Alors là, on insiste dans ce reportage-là sur les cotisations que les États membres doivent payer. Elles s'élèvent à combien ces cotisations par État ?
Non, ce n'est pas les mêmes montants. Ce n'est pas les mêmes montants. Le montant global de cotisation, c'est 2,4 milliards de francs CFA. Au niveau de la Guinée, ça tourne autour de 600 millions de francs CFA. Donc, par an non, pas par an. C'est le cumul des arriérés de contribution. D'accord. Chaque année, selon les États, il y en a qui sont autour de 20 millions, il y en a qui sont entre 10 et 20 millions. C'est selon les PIB des États. Et aujourd'hui, beaucoup d'États ne sont pas à jour, c'est ça? Et aucun des États, à part la Côte d'Ivoire, n'est à jour de ses contributions. Donc, c'était l'un des points importants de ce conseil d'administration. Et les États ont pris des engagements forts par rapport à ça. Autre point important, on annonce que la Guinée va prendre la présidence du conseil d'administration pour 2017. C'est ça. Concrètement, quels sont les défis qui attendent Conakry dans cette charge? Bien, les défis, l'un des défis importants, c'est le recouvrement des contributions. Et ça, c'est le point important. Et le nouveau président du conseil d'administration, il faut dire que la Guinée a déjà pris la tête du conseil d'administration. Le ministre Oye Gouvi a pris l'engagement vraiment de partir vers ses pairs. Et lui et moi, nous avons échangé là-dessus pour que ce problème de contribution soit réglé. Et puis, surtout, qu'au niveau de la Guinée, déjà, que la Guinée même se mette à jour. Il faut savoir que dans la même foulée, la République gabonaise, la ministre gabonaise qui est la présidente du conseil d'administration sortante, a annoncé le paiement d'une importante contribution au fonctionnement de l'académie. Donc, l'un des défis importants, ce sera ça. Le deuxième aussi, il y a, comme vous avez dû l'apprendre, le conseil d'administration a souhaité que le président du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, puisse parrainer le trentenaire de l'académie. Et ça aussi, ce sera un autre défi important. Et il y a d'autres points qui ont été vus, mais je pense que ce sont des points importants. Merci beaucoup, M. Koulibaly Karim. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Dans l'actualité aussi, développement économique, des députés guinéens suivent une formation sur les accords de partenariat. Ils doivent apprendre les mécanismes et enjeux des différentes politiques d'intégration régionale, comment se rendre compte quand il y a croissance économique ou récession et surtout comment jouer leur partition. Élément de réponse dans ce compte-rendu de Falilou Diallo. Depuis des décennies, les pays ouest-africains ont fait le choix d'accorder les processus d'intégration régionale. Des politiques ont été élaborées et leur mise en œuvre ont connu une évolution non des moindres. Au niveau de la politique commerciale, un tarif est entré en vigueur depuis 2015. C'est pour impliquer les élus du peuple pour le suivi des accords que se tient cette rencontre à Conakry. Des députés qui doivent ratifier cet accord alors puissent vraiment comprendre les enjeux économiques, les enjeux sociaux, mais aussi les enjeux financiers, alors pour qu'en ratifiant, qu'ils le fassent en connaissance de cause et qu'ils puissent vraiment s'engager à leur application. De toutes les façons, c'est des accords. Chaque partie doit respecter ses engagements. La suppression des droits de douane sur les biens d'équipement pourrait favoriser l'industrialisation. La suppression des droits de douane sur certains produits pourrait favoriser le développement de l'agriculture, la transformation de l'économie. Et ceci est un avantage pour le secteur privé guinéen. Mais il y a un défi majeur. Il faut une bonne organisation, une bonne compréhension et une synergie entre le secteur privé et le gouvernement pour la mise en œuvre, pour l'opérationnalisation de ces différentes opportunités que pourrait offrir l'accord de partenariat économique. Donner corps à la vision 2020 qui est celle de passer de la CEDEAO des États à celle des peuples, voilà la volonté affichée par les gouvernements de la sous-région ouest-africaine. Des efforts ont été consentis dans le domaine de la libre circulation des marchandises et des biens. Une carte d'identité biométrique de la CEDEAO est désormais disponible. En matière commerciale, des échanges commerciaux, il faut être dynamique. Nous connaissons déjà les exigences du marché européen, nous connaissons nos faiblesses et c'est à nous d'interagir sur les deux volets, surtout sur nos faiblesses, pour pouvoir répondre aux exigences du marché européen et faire en sorte aussi que, à travers la CEDEAO, le bloc de la CEDEAO, qu'on puisse fléchir certains positionnements de l'Union européenne par rapport à notre marché. Les parlementaires guinéens sont sensibilisés sur la nécessité pour eux de s'engager dans les débats sur les politiques de développement. Ils doivent constituer une force de proposition pour renforcer le commerce intra-régional et l'intégration en Afrique de l'Ouest.
Et cette note de la primature qui demande à tous les membres du gouvernement de bien vouloir prendre part aux différentes sessions plénières consacrées au vote du volet dépenses du budget 2017 et à l'adoption du projet de loi des finances 2017. Les travaux se tiendront à l'hémicycle de l'Assemblée nationale le samedi 10 décembre 2016 à 13h pour le volet dépenses et le mardi 13 décembre 2016 à 14h pour l'adoption du projet de loi des finances. Vu l'importance des sujets à l'ordre du jour, la présence effective de tous les membres du gouvernement est vivement souhaitée, signé Mme Bangoura Nyalin Condé. Ce vendredi, le comité de pilotage de l'ITIE Guinée était en réunion de travail. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. L'ITIE, Antenne Guinée, a mis l'accent sur ses rapports 2014 et 2015. Des débats passionnants. Le résumé des travaux avec Mohamed Seyar Souma. Tout commence par l'adoption du procès verbal de la réunion du 9 novembre 2016, suivi du compte rendu sur l'état d'avancement de la production des rapports ITIE Guinée 2014 et 2015. La tâche est confiée à un cabinet d'administrateurs indépendants. Il s'emploie activement à remplir cette mission. L'échéance est fixée à ce mois de décembre 2016. Eh bien, il nous reste à résoudre les derniers écarts et à rassembler toutes ces données pour présenter une vision globale, exhaustive des revenus extractifs de la République de Guinée pour les années 2014 et 2015 et également produire des recommandations qui seront à même de faciliter et de permettre aux différents organismes collecteurs de progresser dans le cadre d'une initiative qui vise aussi à améliorer la gouvernance des activités extractives. Le temps presse et plus d'une dizaine d'entreprises minières n'ont pas encore soumis leur rapport à l'ITIE Guinée. La démarche entrevoit la cohérence autour des rapports finaux. Je vais essayer de prendre toutes les dispositions en prenant contact avec les dirigeants des sociétés et s'il faut remonter à leur siège en dehors de la Guinée pour que les informations puissent être fournies dans ce délai. Une fois achevés, ces rapports 2014 et 2015 vont accroître la visibilité du secteur minier guinéen, où déjà le pays est jugé conforme à l'ITIE international. Ce succès est conditionné par la publication de tous les contrats miniers sur un site d'information. Avec ces avancées, le département en charge des mines soutient l'initiative de transparence dans les industries extractives. Notre engagement est total, notre support est total au travail que vous faites dans des conditions relativement difficiles. Et ce support-là, nous sommes convaincus que dès l'année prochaine, la situation ne pourrait que s'améliorer. Au cours de la même assise, le comité de pilotage de l'ITIE Guinée a longuement débattu de l'examen et l'adoption du projet de feuille de route sur la propriété réelle. D'ici au 1er janvier 2017, le groupe multipartite devra publier un document relatif à la divulgation des informations de propriété réelle. Infrastructure du 2 octobre dans la région de Kankan. À Sigiri, le centre d'appui à l'autonomisation des femmes et le palais de justice font partie des édifices achevés, mais beaucoup d'autres chantiers traînent encore les pas. Certains travaux sont même presque à l'arrêt. Les entrepreneurs concernés sont sommés de relancer les activités. Mohamed Lamine Camara. À 135 km du chef-lieu de la région de Kankan, la cité de Bouré, la préfecture de Sigiri, à l'image des autres de la savane, est dotée de plusieurs infrastructures publiques. Dans cette ville, la plupart des chantiers de la première tranche du 57e anniversaire des festivités du 2 octobre sont presque achevés ou en phase de finition, notamment le centre d'appui à l'autonomisation des femmes, le centre d'accueil, la gare routière et ce gigantesque palais de justice avec ses 2 salles d'audience. Par contre, ceux de la 2e et 3e tranche évoluent à pas de caméléon. C'est clair qu'à Sigiri, beaucoup d'entreprises, malheureusement, traînent encore les pas, nonobstant la bonne volonté du chef de l'État de mettre la vitesse supérieure dans l'achèvement de ces projets. Alors nous sommes venus pour constater, pas seulement constater, apporter le remède qu'il faut pour que les entreprises puissent se mettre au pas et rendre les infrastructures acquis de droit.
c'est-à-dire à l'État guinéen. Dans certains chantiers, l'on constate l'absence totale des entreprises. Des délais raisonnables sont donnés aux entrepreneurs pour la reprise des travaux. Face à cette situation, l'administration générale des grands projets annonce des mesures sévères. Il y a un troisième groupe qui n'a pas du tout avancé, qui n'a pas du tout évolué. Non seulement les travaux sont en retard, mais il y a même des entreprises dont les représentants ne sont pas sur place. Alors pour cette troisième catégorie, nous avons pris des décisions, c'est-à-dire qu'on retire purement et simplement les marchés, on les réattribue. En plus, nous avons pris la décision de les exclure de tous nouveaux appels d'offres pour cause d'incapacité. Ceux qui sont très avancés ont pris des engagements écrits qui nous ont remis en nous fixant des dates précises d'achèvement des chantiers. Dans cet autre chantier de la place publique, les citoyens ont mis l'occasion à profit pour solliciter de la délégation à exiger à l'entreprise d'apporter des corrections dans l'exécution de leurs travaux. Ils estiment que cette clôture en construction réduit la capacité d'accueil de cet espace. Santé et la lutte contre le sida, une journée de plaidoyer a été organisée à Conakry, un engagement des politiques pour rompre la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Beaucoup d'enfants nés avec le virus ou pas sont actuellement pris en charge dans des centres pédiatriques et cette journée a permis de dire merci au personnel soignant pour le travail. Ali Badra Kondé. C'est une journée dédiée au plaidoyer en faveur de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est aussi la promotion de la prise en charge pédiatrique des enfants dans le cadre du mois de lutte contre le sida en Guinée. Les avancées de la riposte au VIH au cours des 15 dernières années ont été extraordinaires. En 2016, plus de 18 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde ont accès au traitement antirétroviral. Notre épidémie est féminisée, avec 2,1% des taux de prévalence chez les femmes de 15 à 49 ans, contre 1,2% chez les hommes de la même tranche d'âge. Le taux de prévalence du VIH, selon la dernière enquête nationale de surveillance sentinelle de 2015, chez les femmes enceintes est de 3,5%. Ce taux est 2 fois supérieur au taux de la séroprévalence nationale. La première dame de la République, en sa qualité de porte-flambeau de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH et de la prise en charge pédiatrique, s'engage à travers sa fondation Prosmi à éradiquer ce fléau dans le pays. D'où ses plaidoyers. En ce mois de décembre, décrété mois de lutte contre le sida dans notre pays. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à tous les acteurs œuvrant dans la riposte au sida. À travers cette célébration, ces acteurs de santé et les autorités du pays envisagent créer une génération sans sida en permettant aux adolescentes et aux jeunes femmes d'avoir accès à l'éducation et à des services de prise en charge du VIH et de santé sexuelle et reproductive appropriés et en mettant sous traitement antirétroviral toutes les femmes enceintes infectées dans le respect et la dignité. Au sujet du renforcement de la lutte, le CNLS, Comité national de lutte contre le sida, a reçu des équipements, des compteurs CD4 et accessoires pour mesurer la charge virale chez les personnes atteintes. Le don est de la société Mercodi Guinée. Rose Sowinam Pocho. Une nouvelle avancée dans la lutte contre le VIH en Guinée. Le Comité national de lutte contre le sida reçoit de nouveaux compteurs CD4 de type Sysmex. Ces appareils permettent de connaître l'évolution du virus chez les enfants porteurs de la maladie. C'est un appareil à grande cadence parce qu'on a constaté depuis un certain temps, en tout cas sur le terrain, tout ce que nous avons comme appareil compteur CD4, disons au-delà de 20 tests, ça devient un peu difficile. Et voilà un appareil qui peut vous faire jusqu'à 250 tests par jour de CD4. Et ensuite, c'est important aussi de savoir, parce que si on regarde un peu aujourd'hui, l'équipement qui est vraiment répandu sur le terrain, c'est un équipement qui fait surtout, disons, le CD4 absolu. Et celui-là, il va faire le CD4 absolu, c'est-à-dire connaître déjà le taux chez les adultes, mais aussi le CD4 pourcentage pour les enfants. Donc c'est un autre plus aussi. Accompagné de consommables de démarrage,
kits de maintenance préventive et accessoires de protection. Ces équipements sont offerts par la société Mercodi Guinée. Ils sont remis à la pharmacie centrale de Guinée PCG par le Comité national de lutte contre le sida pour leur acheminement dans les différents centres de traitement. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, s'est inscrite dans la stratégie 90-90-90. Ça veut dire 90% des malades sont détectés, 90% sont traités et 90% ont leur charge virale négative de façon durable. Pour ce faire, il ne suffit pas simplement de dépister. Il faut traiter et il faut suivre. Membre de l'ONU-SIDA, la Guinée veut éradiquer le VIH-SIDA dans le pays par l'intensification de la sensibilisation des populations sur les modes de contamination et de prévention du virus. D'ici à 2020, les autorités se fixent pour défi de permettre à 90% de personnes séropositives suivies de connaître leur charge virale indétectable, les enfants y compris. Agriculture en Mandiana, de plus en plus d'adeptes pour les cultures de proximité. Le maraîchage est actuellement pratiqué à grande échelle. Un fils du terroir vient d'aménager 16 hectares uniquement pour les aubergines. Son objectif, satisfaire la demande dans la localité et au-delà. Bakary Bamba Kondé. En plus de la culture du riz, le président de la Chambre préfectorale d'agriculture de Mandiana s'intéresse au maraîchage. Sur cette superficie de 16 hectares, les aubergines occupent 4 hectares. Désormais, les femmes de la préfecture viennent s'approvisionner dans cette plantation. Tous les lundis, une centaine de sacs seraient remplis d'aubergines. L'agriculteur ambitionne de ravitailler les populations locales en condiments pour freiner leur déplacement vers les pays voisins. Avec mes courages que j'ai fait, j'ai pris l'argent, crédit au crédit rural, j'ai pris un peu là-bas, je travaille avec les enfants. Et puis le potentiel que j'ai commencé, je ne suis pas méchant, mais je suis jaloux, avec la jalousie du Malien. Quand je vois Aubertine qui vient du Mali, chaque mois, ça vient à Mandiana, ça me fait fâcher. J'ai dit, bon, comme c'est ici, je vais commencer cette année pour que je puisse ravitailler Mandiana et en même temps Kankan et Kouroussa. Les papayers qui s'y trouvent sont de la race Solo. Ils sont de petite taille et leurs fruits poussent rapidement. Quant aux orangers, il existe 3 sortes. Le temps Solo, sans pépène et Tankor. L'objectif visé par M. Marifi, c'est de fournir à la population de Mandiana des produits maraîchers à des prix abordables et à toute période. Je ne dis pas aujourd'hui que les femmes ne vont pas à Bamako, ne vont pas à Kaka, mais le nombre est en train d'être réduit. Le manque d'eau inquiète le planteur en saison sèche. L'eau du fleuve Sankarani à quelques mètres permet d'arroser ses plantes. Cela grâce à ce groupe dont la consommation par jour est très élevée. Maximiser les chances d'offrir un emploi aux jeunes, le projet Booster les compétences fait du schéma. Une commission interministérielle travaille là-dessus. Ce qui est recherché avant tout, c'est l'adéquation entre les programmes universitaires et le marché de l'emploi. Le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes entre dans une nouvelle phase avec l'étude de la composante 3 de ce projet. Cette composante mise sur la qualification des universités et instituts de formation avec une approche nouvelle pour maximiser les chances d'offrir un emploi décent aux jeunes. Il faudrait qu'il y ait les textes adaptés à l'autonomisation des universités. L'autonomisation, ça veut dire qu'ils sont autonomes en termes de l'offre de formation, bien entendu avec la politique gouvernementale, et puis aussi qu'ils ont l'autonomie en termes de gestion financière, ce qui permettra d'avoir, s'ils sont autonomes et ils ont les budgets qu'il faut, de recruter par exemple des enseignants qui sont performants et d'adapter en fait aussi la formation par rapport aux besoins des entreprises. C'est une commission interministérielle qui travaille sur ce projet, l'un des plus importants au département de la jeunesse, où tous sont unanimes à l'idée d'accorder une place de choix au redressement des universités et instituts de formation. C'est pour qu'il y ait une adéquation entre la formation reçue dans ces centres d'enseignement et le marché de l'emploi qui est dans notre pays. Donc, vu l'enjeu et la démographie galopante de notre pays, il est important de doter du pays des textes qui règlent, n'est-ce pas, la vie et le fonctionnement de ces centres d'enseignement professionnel. La rencontre de Kindia n'est qu'une étape dans la mise en œuvre de la composante 3 de ce projet.
À Conakry, les textes élaborés seront soumis pour adoption afin d'ouvrir la voie à l'avènement d'universités plus autonomes, de nature à mieux former les étudiants, aptes à intégrer plus facilement le marché de l'emploi. Hier, un naufrage au large de la Méditerranée, l'information est encore à confirmer. Elle aurait fait 2 victimes côté guinéen. Le phénomène est récurrent ces derniers temps. Beaucoup de jeunes sont tentés par l'aventure. À Conakry, une ONG a entamé une campagne de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Aziz Baldé, Algassimoba. La CEDEAO s'implique dans la lutte contre la migration clandestine. Les étudiants apprennent tout sur la migration et la liberté de circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO. Nous avons eu l'initiative d'organiser ces conférences universitaires sur la migration parce que tout simplement, vous savez, l'université est le creuset disons, du savoir, ce sont des temples du savoir et c'est aussi nos jeunes universitaires, nos jeunes Guinéens qui sont confrontés à cette problématique de la migration. Le ministère de la Jeunesse est en train de travailler avec les partenaires qui sont impliqués pour le retour des jeunes migrés, pour que tous les acteurs soient impliqués, qu'il y ait une synergie d'action en ce qui concerne l'immigration. Mais aussi interpeller les jeunes qui se donnent la mort aujourd'hui à aller trouver du bonheur de l'autre côté. Face aux dangers migratoires qui guettent l'Afrique, le RASGI appelle à un réveil de conscience. Soutenu par la CEDEAO, ce programme de sensibilisation contre la migration clandestine doit s'étendre jusqu'au 30 décembre 2016. Il devrait toucher toutes les universités publiques et privées de Conakry. Guinée, Arabie Saoudite, les relations sont au beau fixe. Le gouvernement saoudien vient d'offrir 5000 carcasses de moutons à Conakry, un don qui cible les personnes en situation difficile. La cérémonie de remise, c'était hier au ministère de la Coopération. Maïmouna Bella Diallo. À bord de ces 3 conteneurs, 5000 carcasses de moutons. La cargaison est arrivée au terminal à conteneurs depuis presque 10 jours. Un appui traditionnel du gouvernement d'Arabie Saoudite. Au nom de la Banque islamique de développement, il est très heureux de participer à la remise officielle de ces carcasses au gouvernement de la République de Guinée. Et il demande à Dieu de le guider dans cette exaltante responsabilité et qu'il soit... il est satisfait qu'il soit avec nous, qu'il nous remercie tous et qu'il souhaite pour nous plein succès dans cette activité. Ce geste est devenu une tradition profondément enracinée et une illustration parmi d'autres de la solidité des relations d'amitié et de fraternité islamique qui unissent les 2 peuples saoudiens et guinéens. Permettez-moi donc de saisir cette occasion pour adresser aux hautes autorités saoudiennes, en particulier Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, les sincères remerciements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, du gouvernement et du peuple guinéen tout entier. Ce don rejoint la politique du gouvernement en matière de protection des couches vulnérables, ce qui passe entre autres par un appui alimentaire. Nous rassurons le donateur que la distribution va se faire de façon très transparente et que les heureux bénéficiaires seront réellement ceux qui vont recevoir ces cartons de carcasses. Cet acte de coopération est sanctionné par la signature des documents officiels. Le gouvernement guinéen, qui attache du prix à cette amitié, a également marqué cette journée d'un geste symbolique. Ces 2 notes, la première par laquelle le secrétaire général des affaires religieuses a l'honneur d'informer l'ensemble des fidèles musulmans et musulmanes de Guinée que la célébration du Mawloud, ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aura lieu dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 décembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national. En cette heureuse occasion, le secrétaire général des affaires religieuses saisit cette opportunité pour adresser à tous nos compatriotes joyeux anniversaire.
La deuxième signée des ministres en charge de la fonction publique et du travail. Conformément aux dispositions du décret 95-250 PRG-SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du lundi 12 décembre 2016, lendemain de la date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles musulmans de Guinée, signé Sékou Kourouma. Bientôt, l'empereur du Japon aura 83 ans, ce sera le 23 décembre, mais une première fête déjà. L'ambassadeur de l'Empire du Soleil Levant a reçu une délégation guinéenne conduite par la ministre des Affaires étrangères. Une occasion de renforcer l'axe Conakry-Tokyo. Fatimatou Diallo. La journée commémore l'an 83 de la naissance de Sa Majesté Akihito, le roi de l'Empire nippon. À la résidence de l'ambassadeur du Japon en Guinée, une importante délégation gouvernementale prend part aux festivités. Depuis l'établissement des liens entre la Guinée et le Japon, au lendemain de l'indépendance, la coopération entre les deux pays s'est renforcée dans divers domaines. En formant 20 000 spécialistes et experts en santé publique d'ici 3 ans, en créant d'un fonds de plus de 500 millions de dollars destinés au renforcement des systèmes de santé africains contre les maladies infectieuses et en promouvant des expériences de couverture de santé universelle afin de mieux protéger les Africains. En Guinée, ce nouveau dynamisme s'illustre actuellement par la reprise des travaux du pont de Kaka à la sortie de Koya. Le Japon finance et qu'une entreprise japonaise est en train de construire. Le Japon est actuellement en train de construire des ports artisanaux chez nous. Nous prenons le cas de Kaporo, dont l'étude de faisabilité est terminée et qui va coûter au peuple japonais presque 15 millions d'euros de dons non remboursables. C'est extrêmement important. Ils ont déjà construit le port de Boulbiné, ils ont construit le port de Taminitaï. Et donc, la coopération entre la Guinée et le Japon dans le secteur de la pêche se porte très très bien. Et c'est ce que nous voulons ici renforcer avec notre présence et demander au peuple japonais de continuer à appuyer la Guinée pour que vraiment le secteur de la pêche soit redynamisé pour répondre aux besoins de la Guinée. Des acquis, comme tant d'autres, témoignent des performances de la coopération guinéo-japonaise. Et le gouvernement se dit plus confiant quant au futur de ce partenariat. Les nouveaux projets initiés dans le domaine de la pêche, de l'éducation, la santé, les infrastructures et autres démontrent à souhait l'excellence et la solidité de nos rapports de coopération. Tout ce qui illustre ici la qualité de cette belle coopération. Le gouvernement de la République de Guinée s'en félicite à juste raison et se réjouit du lancement de nouveaux projets au profit des populations guinéennes. La célébration de la Journée mondiale du tsunami, l'institutionnalisation de la Semaine de la citoyenneté et la rencontre entre le chef de file de l'opposition et le chef de l'État, entre autres acquis que salue le diplomate japonais et son personnel. Enfin, MTN Guinée lance une nouvelle promo pour sa clientèle, de nouvelles offres dans le cadre de la technologie numérique. Ces services visent, entre autres, à améliorer la qualité de la connexion Internet. Al-Gassimoba. La télécommunication est un outil qui se mêle au quotidien de la population. Conscient de ce fait, MTN propose à sa clientèle de nouvelles technologies numériques. Face à la presse, les responsables de la société de téléphonie mobile révèlent les enjeux et avantages de ces nouveaux services. Nous rénovons l'ensemble de nos forfaits Internet en lançant une nouvelle gamme de forfaits
qui offre à nos abonnés la possibilité de bénéficier de forfaits gratuits qui leur permettent de surfer et de télécharger gratuitement la nuit. Avec une bonne vitesse de connexion qui permet à nos abonnés de bénéficier de gratuité de minuit à 6 h du matin. MTN Cool est de retour et permet aux abonnés de communiquer, de souscrire d'abord et de communiquer gratuitement après la deuxième minute de communication. Ces nouvelles offres vont permettre à MTN d'être toujours à l'avant-garde de la fourniture d'un nouveau monde numérique à sa clientèle. L'initiative est de contribuer à rendre la vie de ses abonnés radieuse. En plus de cette offre, nous avons Cool Night que nous lançons. Cool Night permet à nos abonnés sur souscription de communiquer à seulement 2 francs la seconde toute la nuit, donc de minuit à 6 h du matin. On a MTN Cool Night Internet qui permet également à nos abonnés d'acheter le forfait de 1 gigaoctet à seulement 2000 francs. La nuit, donc de 23 h à 6 h du matin. Je dirais que c'est des offres qui ont existé depuis et qui reviennent encore. Nous, on a tellement profité de cela et maintenant que c'est encore de retour, je suis sincèrement heureux. Je suis vraiment content de cette collaboration qui me lie aujourd'hui à MTN Guinée. 130 millions de dollars, c'est le montant investi pour la modernisation du réseau haut débit d'Internet de MTN Guinée. 261 localités sont couvertes par le réseau GSM et 124 localités par le réseau 3,5G. Une campagne de communication pour faire découvrir ces nouvelles offres est annoncée. Elle sera accompagnée par le gagnant du prix Découverte RFI 2016, Soul Banks, choisi comme ambassadeur de MTN Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. À suivre tout à l'heure la déclaration du ministre Khalifa Gassama Diaby à l'occasion de la célébration demain de la Journée internationale des droits de l'homme. Bonsoir. Chers compatriotes,